L'engagement social et environnemental des entreprises est aujourd'hui une réalité. Il a bien sûr des effets positifs, il y a aussi, plutôt des effets positifs d'ailleurs en matière de cohésion, mais jusqu'à quel point et pour quelles raisons et comment peut-on encore faire mieux? Alors pour en débattre, je vais avoir 4 intervenants. Gaëlle Levu, qui j'espère va arriver dans un instant, qui est directrice de la communication et RSE d'Orange France. Thierry Pagès, le directeur régional Enedis pour le Nord-Pas-de-Calais. Mathias Poffs, directeur régional EDF Hauts-de-France et président de la Fondation du Nord. Et puis Philippe Farge, délégué régional Nord-Est, direction des affaires publiques du groupe Renault. Vous avez tous les 4, bonjour, un point commun. Vous êtes les uns et les autres des représentants de grosses entreprises qui ont une présence forte sur l'ensemble du territoire national. Premier tour de table, rapide, une question rapide, une réponse rapide là-dessus. Est-ce que ce modèle d'entreprise avec un maillage territorial fort a forcément des implications en termes d'emploi direct et indirect? Mathias Poffs. Je dirais bien sûr oui. Alors EDF a une particularité, c'est elle est née de la solidarité nationale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1946 par une agrégation d'entreprises de territoire. Donc c'est à la fois un leader mondial de l'énergie, mais aussi ancré historiquement, et c'est dans son ADN, au cœur des territoires. EDF dans les Hauts-de-France, vous parlez d'emplois, c'est 10 000 emplois, 30 000 emplois induits. Donc c'est forcément à la fois un acteur national, international, mais aussi un acteur au cœur des territoires, dans un acteur économique, forcément du territoire, et aussi de l'emploi et de la vie des territoires. Gaëlle Levu, sur la même question. J'ai un peu la même réponse en fait. Oui. Je pense que Orange c'est des réseaux. Les réseaux forcément c'est partout sur les territoires et donc on a des salariés partout sur les territoires historiquement et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Je pense que ça fait une différenciation aussi pour nous très forte, cette proximité. Voilà, donc tout pareil que DF sur ce point-là. Thierry Pagès, Enedis c'est aussi des réseaux, le réseau par principe. Oui, tout à fait. Donc, Enedis, c'est le distributeur d'électricité. On est au cœur de la transition écologique. Et en Hauts-de-France, notre empreinte, elle est relativement forte. C'est 3000 emplois répartis sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Et on est une entreprise clairement au cœur de l'aménagement du territoire et de la cohésion des territoires. Philippe Farge. Oui, eh bien, le groupe Même Renault, réponse. c'est une entreprise très française qui est née il y a plus de 100 ans du côté de Boulogne-Billancourt, qui au tournant des années 2000 a dû s'internationaliser fortement, notamment par l'intermédiaire de son alliance avec le constructeur japonais Nissan, et qui en même temps aujourd'hui se reconnecte fortement à ces territoires français, et en particulier avec les Hauts-de-France dans lesquels nous avons 3 usines. Une à Maubeuge, une à Douai et une dans le Pas-de-Calais à Ruy. Voilà. Merci. Je vais commencer avec vous, Gaëlle Levu, Orange France. Chez Orange, évidemment, cet ancrage territorial est assumé. Orange France, quelle organisation, quel découpage? Alors Orange France, on a décidé de diviser la France en 7 territoires, un DOM compris, donc on en a 5 en métropole et 7 dans les DOM, on va retrouver une grande partie des activités opérationnelles qui sont pilotées dans ces territoires. Donc on a voulu vraiment redescendre au plus près des territoires un certain nombre d'activités, le réseau évidemment, le commerce, le lien avec la presse typiquement, le lien avec l'ensemble des collectivités territoriales et la RSE aussi, puisqu'on va en parler j'imagine de RSE. Oui, et donc ça aussi dans les territoires, pour nous c'était important d'avoir cette double tête avec des visions un peu métier national et une force de frappe dans les territoires au plus près de nos clients et de nos écosystèmes en fait. Et ce découpage, sous quels critères comment est-ce que vous avez découpé ces territoires? À la fois historique et ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Donc c'est régions, c'est un certain nombre de départements qui sont ensemble. Donc on va avoir le Grand Nord-Est, le Grand Sud-Ouest, Sud-Est, l'Ouest et l'Île-de-France, et puis ensuite les DOM. Et vraiment le principe, c'est de décentraliser, et à l'intérieur même de cette organisation, on est allé chercher des mailles qui sont juste au niveau des départements, toujours avec cette idée d'aller en proximité, d'être à l'écoute
de nos parties prenantes et de pouvoir répondre le plus rapidement et de façon la plus adéquate à la demande qui est faite sur les territoires. Vous avez fait des études avec Utopia pour mesurer votre empreinte économique. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Donc on a essayé de voir l'impact qu'on pouvait avoir sur les territoires, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau du PIB, quelque part, de la création aussi de valeur. Et ce qu'on voit, c'est que entre un salarié Orange, on a un facteur 3 par rapport au nombre d'emplois qui sont induits par notre activité. Donc quand on sait qu'on est pas loin de 70 000 en France, on voit à peu près le potentiel qu'on a en termes de travail, en tout cas notre impact sur le travail. Et on a fait la même approche sur la partie PIB. Et derrière, il y a un calcul assez savant, évidemment, pour voir un petit peu entre les impôts qu'on paye, entre nos sous-traitants, entre tout le fait d'avoir des salariés aussi sur les territoires, etc. Et cette empreinte économique et sur l'emploi, elle est très équilibrée sur les territoires. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi à cœur, de garder une empreinte sur l'ensemble de la France. De la France, métropolitaine, comme, exactement, comme dans les DOM. Comme Outre-mer. Ouais, voilà. Alors la cohésion passe par l'emploi, vous venez de le dire de manière assez précise. Quand il est question de numérique, Orange c'est du numérique, ça passe aussi par l'accessibilité, évidemment. Comment est-ce que vous arrivez à vous adresser à tous, et notamment à ceux qui sont éloignés du très haut débit, ce qui concerne encore malheureusement une partie de notre pays? Donc on estime que notre responsabilité, elle est à 3 niveaux sur ce numérique. Elle est à la fois évidemment le niveau de base qui est d'amener du réseau, parce que sans réseau, sans connectivité, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc c'est ce qu'on fait avec le déploiement de la fibre, de la 4G, du satellite. On a travaillé sur des offres avec notre filiale qui a son siège à Lille, Nordnet, pour essayer de proposer du bon débit à tous les Français. C'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. C'est le réseau, c'est la connectivité. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un sujet de capacité à se payer des offres d'accès, ou des PC, ou des équipements. Donc on a travaillé des offres pour ça. Donc on a une offre qui s'appelle Coup de pouce Livebox, qui permet de proposer en fait un accès à des personnes qui ont des problématiques. On va en parler plus tard dans la RSE, parmi les prix les plus bas du monde. On va en parler dans quelques minutes. Et ensuite, c'est tout ce qui va être l'accompagnement lié aux ateliers numériques et pour donner les clés de l'utilisation du numérique. Philippe Farge, une activité différente, bien sûr, Renault l'automobile, aussi un fort ancrage territorial. Est-ce qu'on peut d'évidence établir un lien entre l'industrie et la bonne santé d'un territoire? Oui, pour moi, la première de nos contributions à la cohésion des territoires, c'est notre existence même, c'est notre travail sur notre compétitivité et notre travail sur nos projets. Pour moi, c'est notre première contribution parce que la bonne santé de nos entreprises, de notre entreprise, est pour moi source de bonne santé du territoire. Alors l'inverse est aussi vrai, on pourra aussi développer, mais pour moi, bonne santé des entreprises industrielles et bonne santé, cohésion des territoires sont indissociables. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de frappant, je trouve, c'est que ce thème un peu flou, parfois difficile à définir de territoire, revient fortement dans le débat depuis quelques années. Et associé à ce retour dans le débat du thème des territoires, il y a le retour au premier plan du thème de l'industrie. C'est-à-dire que si on se reporte quelques années en arrière, au début des années 2000, on parlait beaucoup de la mondialisation et en même temps, on parlait beaucoup, il y avait un thème à la mode, c'était le thème de l'entreprise sans usine. Aujourd'hui, ce rêve est un peu loin de nous et je trouve qu'il y a une grande coïncidence entre la montée en puissance du thème de la réindustrialisation, de la relocalisation et le thème des territoires.
le premier facteur de cohésion, finalement, avant même de parler de RSE, dont on va parler un petit peu plus tard, c'est bien faire fonctionner son entreprise, c'est ça? Une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise qui va créer des emplois? Exactement. C'est réducteur. Je pense que le premier de notre devoir d'entreprise, c'est de prendre soin de nous, c'est-à-dire de prendre soin de notre performance, de notre compétitivité, d'avoir des projets et de travailler en permanence à notre développement sur le territoire. C'est ça notre premier devoir. En se situant dans une logique d'aménagement du territoire en ce qui vous concerne ou... Alors oui, parce que les 3 sites que j'ai cités tout à l'heure s'inscrivent un peu dans cette mouvance d'aménagement du territoire, parce que ces 3 sites qui sont aujourd'hui plus que cinquantenaires, ils sont tous nés à peu près au même moment, en 1970, 1971, et c'est très exactement le moment du déclin du bassin minier, du déclin des industries associées au bassin minier. Et donc ces 3 sites n'ont pas été implantés par hasard dans les Hauts-de-France à ce moment-là, ils se sont implantés dans les Hauts-de-France dans une logique d'aménagement du territoire pour pallier le déclin de ces industries. Et donc, je pense qu'on est marqué par cette histoire et qu'on a toujours cette ambition de contribuer à la réussite du territoire. Donc en fait, à l'époque, vous étiez dans une logique de substitution à des industries déclinantes, une industrie qui était à ce moment-là très valorisée. On parlera peut-être tout à l'heure de l'automobile et de l'image qu'elle a aussi, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Oui, non, très clairement. Alors, Mathias Pofs et Thierry Pagès, Mathias Pofs, on parlera de la Fondation du Nord dans un petit moment. Vous êtes également délégué général Hauts-de-France de EDF, et vous, Enedis. Alors, on est dans l'électricité à chaque fois, hein, le distributeur, bon, bref. Et d'ailleurs, Thierry Pagès, hasard de la vie, vous avez succédé à Mathias Pofs à la tête d'Enedis en 2017. Je vais vous poser un peu les mêmes questions à tous les deux. Vous allez répondre l'un et l'autre. D'abord, est-ce que vous considérez l'un et l'autre comme des acteurs de la cohésion nationale dans le territoire dans lequel vous opérez? Mathias Pofs. Moi, je crois que c'est clair, et je vais rebondir sur ce que disait Philippe. On parle d'industrie, on parle de clients. Alors non, on parle de clients et de territoires. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les territoires sont constitués de l'ensemble de nos clients, à la fois des clients particuliers, bien entendu, on en parlera certainement tout à l'heure en matière de RSE, les clients industriels, les clients en petites et moyennes entreprises, et puis une catégorie de clients que sont les territoires eux-mêmes. Parce qu'une collectivité comme la métropole de Lille, comme la communauté urbaine d'Arras ou la communauté urbaine de Dunkerque, ils opèrent des réseaux de chaleur. Par exemple, ici sur la métropole de Lille, notre filiale Dalkia opère le réseau de chaleur pour utiliser les énergies notamment renouvelables d'incinération des déchets, par exemple. Vous avez également des moyens de transport. La communauté urbaine de Dunkerque souhaite convertir ses bus à l'hydrogène. On les accompagne avec notre filiale Aynamix pour faire une électrolyse de l'eau à partir d'énergie récupérée d'incinération des déchets. Donc on voit qu'on en participe à l'aménagement du territoire, mais au-delà de ça, à cet enjeu qui nous lie en pleine COP26, c'est comment lutter contre le changement climatique. Forcément, on parle de transition écologique, mais la transition énergétique est au cœur de cette transition écologique. Donc comment on accompagne ces clients, ces territoires pour décarboner leur activité, c'est-à-dire les aider à traduire concrètement au quotidien par des actions, on va dire très, très concrètes. C'est quoi la transition énergétique pour un boulanger? C'est quoi la transition énergétique pour un territoire? C'est regarder mon empreinte d'utilisation des ressources, mon empreinte carbone, et voir comment avec des solutions de l'électricité décarbonée, des solutions innovantes, on peut, avec de l'autoconsommation en photovoltaïque par exemple, de la récupération de chaleur dans un milieu industriel, ou alors derrière de l'efficacité énergétique grâce à la rénovation énergétique des bâtiments, aller équiper des lycées de moyens performants de chauffage avec des pompes à chaleur. Voilà, vous avez une notion d'aménagement du territoire au sens large, mais aussi d'engagement, on va dire, sociétal et d'accompagnement, de rendre possible quelque part d'être un peu l'enabler de cette transition énergétique pour toutes ces catégories de clients. Alors la transition énergétique, c'est des objectifs mondiaux. Alors on sort de la COP26. Donc pas encore dimanche. Mais on en sort dimanche, oui. Donc c'est des objectifs mondiaux et des actions très locales. Ça se joue dans les territoires, la mise en musique de ces objectifs fixés à un niveau très macro international.
En fait, la traduction on part de la lutte du changement climatique, donc on est au niveau planétaire, on traduit ça à l'échelle mondiale avec des engagements au niveau des COP26 et notamment la COP21 qui avait marqué un grand tournant qui est en train d'être accéléré sur la lutte contre le changement climatique, mais à la fin, ça se traduit par des États, par l'Europe, par les États et les territoires. Alors EDF a traduit ça dans sa raison d'être comme une entreprise à mission, notre mission de service public, qui est de construire un environnement énergétique neutre en CO2 qui concilie le développement, le bien-être et la préservation de la planète avec l'électricité, des solutions et des systèmes innovants. On est bien dans comment traduire ça concrètement, mais comme vous le dites, ces objectifs mondiaux de réduction de l'empreinte carbone et de neutralité carbone en 2050, elles se traduisent tous les jours par des actions concrètes qui se mettent en œuvre au cœur des territoires. Et donc c'est cette respiration. Alors j'avais choisi une phrase un peu pour résumer cela en disant que la cohérence nationale permet la performance des territoires. Mais c'est exactement ça, c'est comment on se fixe des objectifs stratégiques à un niveau supranational, voire international, mais qui permettent cette mise en œuvre au cœur des territoires et qui sont forcément vecteurs de création d'emplois, de changement de modèle économique, une nouvelle façon d'appréhender aussi l'usage des ressources, un changement de modèle, la mobilité qui change avec une mobilité électrique. On voit bien que c'est au-delà d'un aspect purement technique, c'est vraiment un aspect sociétal qui est accompagné. Et donc, c'est cette convergence de ces deux transformations qui fait qu'on est vraiment au cœur des développements économiques. Je donne un chiffre. On parlait d'empreinte économique sur un territoire. Pour le groupe EDF, sur un territoire comme les Hauts-de-France, c'est 1 milliard d'euros par an. C'est-à-dire 750 millions de dépenses de fonctionnement et d'achats locaux et 350 millions d'investissements. Donc, on voit bien qu'on est dans une dynamique qui est extrêmement forte. L'idée, c'est de voir comment maximiser cette empreinte et surtout le retour pour le domaine local. Quand on parle d'une logique de filière dans les métiers de la transition énergétique, c'est travailler avec les territoires, avec le rectorat, avec la région, c'est préparer les compétences dont nous aurons besoin demain. Et on entend beaucoup parler de programmes de nouveau nucléaire, ça se prépare et ça ne se fera pas en claquant des doigts. Donc c'est un travail que nous avons entamé de longue date pour voir comment on peut, avec les établissements d'enseignement supérieur, les lycées, les collèges, préparer l'ensemble de ces compétences pour être au rendez-vous de cette transition énergétique. Thierry Pagès et Enedis, vous, c'est le réseau, c'est la distribution. Comment vous l'utilisez pour faire de la cohésion au sein des territoires ? Alors déjà, je vais resituer le modèle d'activité d'Enedis, parce que le modèle d'activité d'Enedis, il est vecteur de cohésion sociale et territoriale, à la maille France, à la maille des territoires. Il s'appuie sur un cadre régulatoire à 2 niveaux. Un cadre régulatoire national avec le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité qui fait que, où que vous soyez en Creuse, que vous soyez à Marseille, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Lille, vous payez le même prix de l'électricité acheminée, pour le kilowattheure acheminé. Et ça c'est déjà de la cohésion. Tout à fait, c'est lié, c'est un système redistributif qui conduit effectivement à redistribuer une partie, je dirais, de ce qui revient aux concessions les plus urbaines sur les concessions les plus rurales. D'accord ? Donc ça, c'est le premier échelon. Le deuxième échelon, c'est le local. Enedis, aujourd'hui, signe avec des autorités organisatrices de la distribution de l'énergie des contrats de concession. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une région comme le Nord-Pas-de-Calais, on a 11 contrats de concession. On en a renouvelé 10 pour des durées de 30 ans. C'est à l'issue d'une négociation qui s'appuie réellement sur la connaissance des besoins des territoires et en partant de leurs besoins, de leurs attentes, on co-construit ensemble les solutions pour demain. Donc à la fois dans une vision long terme et également ensuite leur traduction dans une vision plus court-termiste. Alors je dis ça parce que ça me paraît important. Tout à l'heure, Madame parlait du très haut débit. Moi, dans ma vision de la cohésion territoriale, je pense qu'il faut arrêter d'opposer le monde rural et le monde urbain, mais plutôt jouer les complémentarités. Jouer les complémentarités en donnant à chacun les leviers de leur développement, en s'appuyant sur leurs caractéristiques propres. Ça, pour moi, c'est un point qui est majeur. Et aujourd'hui, et notamment par rapport au très haut débit, le réseau de distribution, en fait, joue un rôle clé, puisque on pose de la fibre
sur support commun, donc en lien avec l'ensemble des opérateurs téléphoniques, et ça permet là aussi d'ouvrir le champ des possibles sur le monde rural. On parlait d'aménagement du territoire, mais je pense que, et c'est quelque chose qui m'étonne, on a toutes les conditions aujourd'hui qui sont réunies pour repenser ce que doit être l'aménagement du territoire. En voyant le très haut débit qui s'accélère sur les territoires ruraux, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et le développement de la réindustrialisation, certes dans les territoires urbains, mais également dans les territoires ruraux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être porté à un bon niveau. Je parlais tout à l'heure d'éviter d'opposer urbain et rural, mais au même titre, il faut éviter d'opposer national, région, département, commune. Et je pense qu'il est important à un moment donné qu'on réfléchisse. C'est quoi le rôle d'un État ? L'État, c'est pas qu'un tiroir-caisse. L'État, à un moment donné, il doit être porteur d'une vision. Il doit fédérer l'ensemble des énergies autour d'un véritable projet industriel, d'infrastructure. Et ça, c'est bien le rôle dédié à un État. Et il doit en même temps, le prix commun en termes de distribution d'électricité, où qu'on soit, c'est bien cela. C'est bien le rôle de l'État. Exactement. Au service de la cohésion et au service d'une égalité des citoyens devant, en l'occurrence, la distribution d'électricité. On est en plein dedans. Exactement, c'est exactement ce que je disais. Je discutais avec, j'ai reçu quelques délégations internationales là sur l'île, et je discutais avec des représentants de ces délégations qui étaient membres de certains gouvernements, et qui me faisaient part des difficultés qu'ils pouvaient avoir dans leur pays de fournir une qualité d'électricité telle qu'on peut l'avoir en France. Tout simplement parce qu'il y a des disparités entre les territoires ruraux qui peuvent payer 4, 5, jusqu'à 30 fois plus cher le prix de l'électricité que dans les territoires urbains. Donc je pense qu'à un moment, il faut avoir ça à l'esprit. Ce modèle de péréquation tarifaire, qui est un modèle redistributif, il est vraiment porteur et vecteur de cohésion sociale et territoriale. Merci. On va en venir peut-être aux questions de RSE, puis on va parler, nous aussi, de la Fondation du Nord. Gaël Levu, sur la RSE, vous avez fait des choix chez Orange, des choix puissants, notamment en élaborant des offres qui vous placent, on le disait, dans le trio des 3 pays les moins chers du monde, je crois. Donc c'est quand même fort. L'offre d'accès au meilleur prix, c'est par définition rendre les ressources numériques accessibles aux plus démunis, à tout le monde. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a à peu près 12 millions de Français qui disent ne pas être très à l'aise avec le numérique. Oui. Et sur ces 12 millions, il y en a 5-6 millions qui, en plus, cumulent avec une précarité économique. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, on a essayé d'accompagner comme on pouvait, en fait, face à cette problématique. Et on a construit, en fait, cette offre Coup de pouce Livebox dans cet objectif, avec l'idée de proposer une offre triple play qui à la fois n'a pas de coût d'entrée, pas de coût de sortie, et avec un tarif qui reste le même, 19,99 par mois. Et le principe, c'est qu'en plus de l'accès, on voit bien, le travail sur cette offre, on l'a fait suite à un travail d'écoute des associations, on a travaillé avec des associations, etc. On voyait qu'il manquait aussi un échelon qui était l'accès à un PC. Beaucoup de familles en forte précarité ont des smartphones, mais n'ont pas de PC. Quand vous avez besoin de faire des démarches administratives, de suivre la scolarité de vos enfants, sans PC, ça peut être compliqué. Donc, on a rajouté un PC pas cher, avec des conditions aussi Quand de vous dites financement. Pas cher, 169 € pour un PC avec une suite de com. C'est des PC, aujourd'hui, c'est des PC c'est les mêmes que ceux qu'on a pour les salariés d'Orange. Donc, on a pris vraiment des PC de bonne qualité. Et puis, on a rajouté aussi gratuitement un accompagnement avec des ateliers pour que les personnes puissent prendre en main. Ça, c'est de l'accompagnement aux usages, en fait. Aux usages. Et on voit bien qu'on avait besoin des 3 niveaux. Aux seniors exclusivement ou Non, ça peut être aussi à des jeunes. Bien sûr. Ouais. En fait, ces ateliers, soit sont vraiment associés à cette offre-là, et donc plutôt pour des personnes en précarité. Sinon, les ateliers touchent tout type de population. Alors, les seniors, évidemment, qui sont souvent très démunis.
face aux usages du digital. On a vu pendant le Covid à quel point il était important pour les seniors de savoir utiliser WhatsApp ou ce type de réseaux sociaux pour rester en lien avec leur famille. Donc oui, on a beaucoup de seniors qui viennent dans nos ateliers, mais pas que. On a des ateliers on a des maisons des femmes où on accompagne des femmes aussi par rapport. Le digital peut être un super outil de réinsertion si on sait le maîtriser, si on sait l'utiliser. Et donc du coup, on essaye de leur donner les clés pour justement faire un CV, aller chercher ses droits, être capable de se protéger des fois aussi. Donc on voit bien qu'il y a différents types de populations. Les jeunes, un jeune vous dit mais moi le digital je sais m'en servir. Oui, il sait aller sur Snapchat, il sait aller sur TikTok. Quand on lui demande de rédiger un CV, quand on lui demande d'aller faire des démarches administratives, parfois il ne sait pas faire. Donc aussi, ils ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'accompagnement aussi sur les usages. Je reprends les jeunes, gérer sa réputation sur les réseaux sociaux. C'est très important quand on veut chercher un boulot après. Beaucoup ne savent pas comment s'y prendre, ils n'ont même pas compris qu'il y avait un enjeu derrière. Et c'est normal, on leur met des outils extrêmement puissants, très jeunes, entre les mains. Donc il faut être capable de les accompagner. Donc c'est tout ça. Donc c'est pas un enjeu exclusivement générationnel, c'est une culture beaucoup plus large d'accompagnement au digital qui finalement concerne tout le monde. Voilà, avec à chaque fois probablement des méthodes d'accompagnement et des sujets sur lesquels on va travailler qui peuvent être un peu différents. Ça peut être aussi des entrepreneurs qui se lancent dans une nouvelle activité, qui finalement n'ont pas connaissance de cette force de frappe supplémentaire que peut leur donner le digital. On a vu, et je pense que vous avez tous l'expérience pendant le Covid, de votre libraire, de votre restaurant qui était absolument absent sur les réseaux sociaux ou en digital et qui ont créé leur page Facebook, ont créé en fait une présence dans le digital pendant le Covid, tout simplement pour continuer d'exister. Et d'avoir un lien avec ses clients. Donc à quel point c'est fondamental, et donc c'est important effectivement d'accompagner les entreprises, les startups, les entrepreneurs et les petites PME pour essayer de leur faire comprendre que il n'y a plus la vraie vie et le digital, c'est notre vie qui est devenue digitale, et donc il faut être présent des deux côtés. Il faut savoir utiliser le digital dans son quotidien. Philippe Farge, vous me disiez quand on a préparé un peu cette interview que vous aussi, vous renforcez vos actions de cohésion à travers une fondation en termes de mécénat. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors autant je disais tout à l'heure que notre premier boulot c'était de nous occuper de nous et de faire bien notre travail. Ouais. Autant je dis maintenant que notre deuxième mission c'est de lever le nez du guidon et d'être ouvert sur l'extérieur. Et alors être ouvert sur l'extérieur, ça veut dire développer dans les territoires où Renault est implanté une logique de partenariat, de développement de l'écosystème. Et ça, c'est un axe très fort du plan stratégique de Renault qui a été lancé au début de l'année. Et c'est d'autant plus nécessaire, cette logique d'écosystème, de partenariat, que l'industrie automobile vit actuellement une phase de mutation sans précédent et que il faut être à plusieurs pour trouver les solutions et pour inventer l'avenir. Donc ça, c'est une première façon d'être ouvert sur l'extérieur. La deuxième, c'est en effet de développer toute notre stratégie sociétale et environnementale. Et un des piliers de notre stratégie RSE, c'est tout ce qu'on met derrière le terme d'inclusion aujourd'hui. Et on a notamment une fondation Renault qui a très clairement aujourd'hui comme axe de développer des actions d'insertion professionnelle par l'emploi dans les territoires où le groupe est implanté industriellement en particulier, donc notamment dans les Hauts-de-France. Et donc là, il y a des actions de mécénat, j'en citerai deux uniquement, qui sont liées à cette fondation Renault. Nous soutenons les écoles de production qui sont implantées, qui se développent un peu partout en France, et notamment dans les Hauts-de-France, on soutient l'école de production automobile de Lens et l'école de production automobile de Lille. On soutient aussi l'association Raoul Follereau qui développe des actions d'insertion de personnes éloignées de l'emploi en milieu rural dans les Hauts-de-France.
Et puis une troisième façon pour nous, Renault, d'être ouvert sur l'extérieur, dans notre région et en particulier dans notre département du Nord, c'est notre participation comme membre fondateur à la Fondation du Nord. On va en parler. Et donc là aussi, on développe tout un tas d'actions de mécénat depuis maintenant plus de 3 ans. Je laisserai la parole au président Mathias Povzeux, qui est à côté de moi, mais on a développé, je crois, en à peine 3 ans, cher président, 36 actions, dont des actions de mécénat. Et parmi ces actions de mécénat, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Il y a des actions de mécénat de compétences, c'est-à-dire où les représentants des entreprises membres de la Fondation participent à des actions pour développer, pour aider au développement de projets menés par des associations dans le département. Et donc, mécénat de compétences, c'est 2 leviers très importants aussi de cohésion des territoires. Bon, je crois que la transition est toute trouvée, effectivement, et question de cohésion toujours. Mathias Poff, donc président de la Fondation du Nord, première fondation créée à l'échelle d'un territoire, le département du Nord. Pour vous, le département, c'est le bon niveau ? Je pense que c'est le bon niveau. Enfin, en tout cas, c'est le niveau aujourd'hui d'action sociale forte qu'a retenu le territoire. Puisque quand on parle de RSA, on est à l'échelle du département. Quand on parle d'action vers le handicap, quand on parle d'action, il y a des missions fortes qui sont portées par les départements. Donc le souhait, quand nous avons créé cette Fondation du Nord avec 9 grands fondateurs, plus le département du Nord, qui a impulsé la création, c'était de faire une nouvelle dynamique partenariat public-privé pour trouver une façon agile, rapide, de pouvoir venir en aide à des projets qui, au cœur des territoires, s'intéressent à l'insertion, au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, au retour à l'emploi des allocataires du RSA, et puis essayent d'accompagner au mieux les personnes les plus fragiles, notamment les jeunes, grâce au sport, grâce à la culture. Donc c'est un ensemble d'actions qui sont menées avec les entreprises fondatrices. Donc Philippe le disait, c'est 36 projets qui ont été accompagnés. Sur quelle base est-ce que vous choisissez les projets que vous allez financer ? Alors en fait, on a une grille. On a voulu avoir un support méthodologique le plus simple et le plus léger possible, mais qui soit assez opposable, puisque on le verra, on est quand même sur des budgets qui sont assez conséquents. Donc on cherche à avoir notamment, bien sûr, une cohérence entre l'objet du projet porté par une association. Déjà, il faut être une association, il faut que c'est un intérêt général, et il faut qu'ensuite, on en mesure l'impact, c'est-à-dire quel bras de levier, c'est-à-dire aux côtés de quels partenaires nous allons nous associer avec la Fondation du Nord, quel est le nombre de bénéficiaires, et surtout, on cherche à avoir un aspect innovant et à être plus en investissement qu'en dépense, c'est-à-dire comment on va impulser un projet, une nouvelle action qui va ensuite s'auto-alimenter pour pouvoir développer au cœur d'un territoire les bénéficiaires, les adhérents. Est-ce que cette action va pouvoir faire une logique d'essaimage pour qu'on puisse, avec un maximum d'effets, toucher et impacter un maximum de personnes. Donc voilà, c'est ces critères-là qui sont bien sûr étudiés. On favorise bien sûr les approches innovantes, mais à chaque fois, on cherche aussi à accompagner dans la structuration du projet. C'est extrêmement important ce qu'évoquait Philippe, puisqu'il y a toute une dimension de mécénat de compétences, c'est-à-dire comment on va fixer des objectifs avec cette association et l'aider à définir son plan de communication, son plan de financement, son plan de développement, son recrutement. Voilà, c'est utiliser les compétences de chaque entreprise qui participe à ce collectif de la Fondation du Nord pour aider ces associations et serait quelque part un accélérateur. Donc une démarche vraiment collective, vous croyez au collectif, vous faites travailler ensemble tous les acteurs concernés, les structures de l'économie sociale et solidaire, les collectivités, les entreprises, d'autres fondations aussi, le cas échéant ? Exactement. Alors on a une caractéristique, c'est bien sûr, nous avons une fondation du groupe EDF, là aussi, qui a, alors c'est un peu, c'est pas anecdotique, mais quelques mois avant le premier confinement, on avait décidé avec la fondation du groupe EDF d'avoir un mécénat territorial, c'est-à-dire là encore une réflexion nationale, mais avec des actions très concrètes localement,
régulièrement, que l'on coordonne au niveau de chaque région administrative, ce qui nous a permis d'être très réactifs avec un fonds d'urgence quand la crise sanitaire est apparue. Et là, je rebondis, on a travaillé beaucoup sur la continuité pédagogique pour les écoles. Quand vous représentez un des premiers acteurs économiques et un des premiers employeurs d'une région, ça vous engage. Et donc, on a souhaité se mobiliser et l'ensemble des personnels du groupe EDF s'est mobilisé pour justement pouvoir aider à cet ensemble d'actions. Et notamment, c'est plus de 500 ordinateurs qui ont été mis à disposition, alors soit par de la récupération en interne au sein de l'entreprise, ou alors par des actions d'urgence et le fonds d'urgence qui a permis, par exemple, dans le centre Hélène Borel, de pouvoir mettre à disposition avec une opération que nous avons cofinancée aussi avec la Fondation du Nord, des tablettes et assurer la continuité pédagogique. Donc c'est à la fois pour les enfants, pour les personnes âgées, parce qu'on en a aussi parlé, mais les personnes qui étaient dans des EHPAD ou dans des hôpitaux, pour garder le contact avec leurs proches, avoir des moyens de communication modernes, des tablettes, c'était extrêmement important. Et puis après, tout ce qui tourne autour de l'emploi, forcément, et notamment l'accès à ces métiers de la transition énergétique, à nos métiers, mais aussi aux métiers de la filière. Aujourd'hui, EDF au niveau national, c'est 18 000 recrutements cette année. C'est 520 alternants dans la région et qui sont issus pour un tiers des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales revitalisées. Donc c'est comment, dans cette transition, on n'oublie personne, parce qu'il y a une chose qui est sûre et qui ressort régulièrement, c'est qu'on ne fera pas cette transition écologique si on ne la fait pas avec tout le monde et si on laisse des personnes de côté. Et donc c'est toujours le travail au quotidien, et c'est un des objectifs forts de la Fondation du Nord. On aura notre prochain comité exécutif lundi prochain, où on a encore 3-4 nouveaux projets qui sont présentés, selon les critères qu'on évoquait tout à l'heure, et de voir quelle est la meilleure solution pour accompagner ces projets. Je parlais 36 projets, c'est plus d'1,3 million en 3 ans qui ont été levés comme fonds pour pouvoir être aux côtés des associations. Et surtout, c'est devenu un financement de référence. C'est-à-dire que quand nous apportons avec la Fondation du Nord du mécénat de compétences et des financements, il y a un bras de levier, c'est-à-dire qu'on a généralement d'autres fondations ou même d'autres associations qui se joignent pour... Le succès appelle le succès. Exactement. Voilà. On va prendre quelques questions par Internet, mais avant, je vais revenir vers vous, Thierry Pagès. Vous étiez dans le Limousin, vous, avant d'être dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que les problématiques de cohésion sont très différentes, ou est-ce que entre ces deux régions, vous avez eu des questions communes et des bonnes pratiques transposables ? Non, je pense que les questions de cohésion sociale et territoriale sont similaires. En fait, ce qui change, c'est tout simplement la typologie. À Limoges, vous avez une grande ville, une grande communauté urbaine autour de Limoges, et derrière, vous avez des territoires très ruraux, montagnes, plaines, et les questions de cohésion sociale et territoriale se posent de la même façon. Alors, pour venir à la question de RSE, à Enedis, en fait, on a construit notre politique de RSE autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est un impact positif pour la planète, à travers notamment toutes les actions qu'on conduit pour viser la neutralité carbone en 2050, et également tout ce qui tourne autour de la transition écologique, puisque la transition écologique ne peut se faire que par le réseau d'électricité. Aujourd'hui, on intègre 95% des énergies renouvelables, et ça va continuer avec le développement des nouveaux usages de l'électricité, dont la mobilité électrique, dont il faut bâtir l'infrastructure. Le deuxième pilier de notre politique RSE, c'est un impact positif pour les hommes et les femmes. Et là, je rejoins ce que disait Mathias, ce que vous disiez également. On a de nombreuses actions, là aussi, d'inclusion. On a des partenariats important avec le monde associatif. Je citerai quelques-uns, les Blues Roses, qui accompagnent les enfants atteints de cancer, le coaching suspendu, qui est une association qui accompagne le retour à l'emploi de personnes victimes de cancer, des partenariats avec des associations qui agissent pour la reforestation. Et dans cette ambition-là, mon souhait, c'est de favoriser l'engagement des salariés d'Enedis dans le milieu associatif, parce qu'il y a beaucoup à apprendre également du milieu associatif. Et le dernier pilier de notre politique RSE, c'est un impact positif pour les territoires, et là je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, on n'agit plus seul, on construit plus rien tout seul. On agit
en lien avec un écosystème. Et c'est en partant finalement des besoins et des attentes d'un territoire, quels que soient les niveaux, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit une intercommunalité, que ce soit une commune, que ce soit une collectivité, on part de leurs besoins et à partir de nos savoir-faire, on co-construit ensemble les solutions. Et ça, je pense, cette dimension-là, c'est sans aucun doute quelque chose qui favorise fortement la cohésion sociale et territoriale à la maille d'une région. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Joséphine Staron, vous êtes avec nous ? Oui, Geneviève, je suis là. Alors, nous avons quelques questions de nos internautes. Première question pour nos intervenants. Les entreprises disent qu'elles font beaucoup pour les territoires dans lesquels elles sont implantées en termes de création d'emplois et de formation. Mais comment mesurer l'impact réel d'une entreprise sur un territoire ? Est-ce qu'il existe des outils pour mesurer cet impact ? Alors, Gaëlle Levy, vous avez parlé d'Utopia, hein ? Donc, aujourd'hui, il existe, alors probablement que c'est perceptible, mais il existe des cabinets qui sont effectivement qui vont modéliser l'impact macroéconomique, microéconomique qu'on peut avoir sur un territoire. Donc, en partant effectivement de l'emploi, des dépenses de l'entreprise. Donc, quand on a fait ce travail avec ce cabinet, on a ouvert complètement nos comptes, entre guillemets. On a montré tous nos achats, on a montré tous nos emplois. On est allé très loin dans la transparence sur toutes nos données. Et avec ça, en fait, ils modélisent et ils arrivent à estimer l'impact qu'on peut avoir sur le territoire à nouveau en matière d'emploi et en matière d'impact économique directement. Donc ce qui est intéressant, au-delà du chiffre en tant que tel, ce qu'on regarde aussi, c'est une étude qu'on fait tous les 2-3 ans, voir comment ça se transforme. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de regarder dans la durée ce qui se passe. Et donc on l'a fait en France, on le fait aussi, on l'a beaucoup fait dans pas mal de pays en Afrique où on est présent, et on regarde comment ça se transforme aussi, et on essaye de voir comment on continue, nous, à contribuer, à amener de la valeur dans les territoires grâce à ça. Joséphine ? Merci. Deuxième question. Est-ce qu'il existe une réglementation ou une loi qui obligerait les entreprises à partager davantage la valeur qu'elles produisent avec l'ensemble des parties prenantes de leur écosystème et notamment avec les habitants d'un territoire ? Est-ce que l'un de vous a la réponse des impôts ? Elle est facile, celle-là. Non, a priori, il n'y a pas de... C'est pas en termes de finalité, on ne peut pas dire qu'il y a une loi qui est sur cette finalité-là. En revanche, quand je disais on ne fait pas une transition sans associer tout le monde, clairement, si je prends un exemple sur la filière des métiers du nucléaire, on a co-créé un institut d'excellence qui s'appelle Nucléi, copiloté par EDF et la CCI, et financé avec l'aide de la région. C'est comment on aide la région à développer l'ensemble des compétences pour pouvoir à la fois être, on va dire, attributaire des marchés dans le domaine du nucléaire, en France et même à l'étranger, mais aussi comment se développer, parce qu'on est dans une phase de croissance dans le domaine. Donc c'est avoir une anticipation des besoins, faire des GPEC, être en mesure des besoins et donc aussi en valeur créée, puisque in fine, on est sur toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on est depuis l'entreprise qui va avoir les agréments, avoir l'ensemble des compétences pour pouvoir être, entre guillemets, attributaire des appels d'offres, jusqu'à l'anticipation des filières de formation pour qu'on puisse pérenniser en fait cette chose-là. Donc avoir une vision court terme serait complètement, entre guillemets, contre-productif en ce moment. Et en plus, comme EDF pour le coup est dans tous les territoires, c'est-à-dire qu'on est localisé dans l'ensemble des territoires, on a cette logique-là dans l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment une notion très local qui répond là encore à un besoin national. Donc ça va au-delà, je pense, quand on parle de RSE, on est au-delà des obligations réglementaires, on est sur le sens, sur les objectifs qui sont bien supra à la région et quelle est notre contribution à l'atteinte de ces objectifs. Je pense, pour compléter, qu'il ne faut pas qu'on oppose RSE et business. Les deux vont ensemble aujourd'hui et la preuve en est des attentes de nos clients. Je pense que l'opinion publique, nos clients nous attendent sur ce que la marque apporte au-delà de vendre directement des produits et services. Et comme n'importe quelle entreprise, on doit être à l'écoute de nos clients parce que c'est comme ça qu'on dure, c'est comme ça qu'on restera pérenne sur notre business. Et c'est une demande de nos clients et puis c'est une demande des salariés aussi.
et des futurs salariés, parce que c'est important pour les jeunes. On sent qu'ils ont besoin de sens pour venir quelque part signer avec une entreprise. Donc c'est des sujets effectivement qui dépassent largement des problématiques d'obligation réglementaire. Ça devient vraiment pour moi presque une survie pour l'entreprise, en tout cas si elle veut s'engager dans la durée. Il faut absolument qu'elle soit à l'écoute de ces sujets-là, et on voit que ce soit sur l'environnement, sur l'inclusion, sur la diversité, sur toutes ces thématiques-là. Si on n'a pas un discours transparent, et surtout si on n'a pas des actes qui viennent nourrir ce discours, c'est vraiment, je pense, la pérennité de l'entreprise qui peut être mise en cause. Et on voit que ça va vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la réputation, en tout cas, ça va très vite. Va très Comme vite. vous le disiez, très vite. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Juste parce qu'on travaille avec Sinopia d'ailleurs sur les indices de mesure d'impact extra-financier. Alors on a des échanges avec M. Schwab régulièrement, mais c'est le départ. C'est déjà mesurer son action et après voir comment elle s'intègre dans l'écosystème. Vous parliez de perception. On n'aura pas d'attractivité dans nos entreprises si on n'a pas ces aspects-là qui sont traités. Merci beaucoup. Oui, moi je voulais rebondir là sur la première question quand on parlait de est-ce qu'on utilise, je dirais, des cabinets, etc. Aujourd'hui, à Enedis, on est en train de travailler sur notre bilan carbone dans le territoire. On utilise effectivement un modèle qui a été bâti par une entreprise privée à partir d'une bonne connaissance de ce qu'on fait, et je serai en mesure en fin d'année de communiquer sur l'empreinte carbone d'Enedis en région. Hauts-de-France, ça me paraît un point qui est extrêmement important parce que de plus en plus, et on le voit, et notamment les plus jeunes sont extrêmement sensibles à ça. Et il faut sortir d'une RSE gadget où quand on mettait un coup d'angle sur le vernis, ça craquait. Il faut venir vraiment sur une RSE qui fasse sens et qui permette aussi de porter le business d'une entreprise. Et donc je rejoins ce que vous disiez, il faut surtout pas opposer business et RSE. Les deux se nourrissent l'un de l'autre, exactement. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Philippe Farge, et ça sera le mot de la fin de cette table ronde. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut surtout pas opposer business et RSE. L'un se nourrit de l'autre et vice-versa. Je suis parfaitement d'accord. Eh bien, écoutez, merci. Merci à tous les quatre et bravo.